je suis avec monsieur le maire d'Andrézy, monsieur Augribaud, merci de nous accorder votre temps. J'ai envie de vous poser une série de questions sur la communauté urbaine qui s'annonce en janvier 2016. Première question qui est très simple, c'est pourquoi avez-vous changé d'avis? Parce qu'au départ, vous étiez quelque part réticent à la création de ces grandes intercommunalités à 400 000 habitants. Mais nous étions tous réticents, on était même tous contre. Enfin, les gens l'ont suffisamment dit. On était pour une communauté d'agglomération, nous, en ce qui nous concerne, de 200 000 habitants, c'est-à-dire la communauté d'agglomération des deux rives de Seine et la communauté foncière à Conflans. Voilà, et on avait travaillé sur le contrat de développement territorial de la Seine-et-Oise, donc on était dans l'optique plus de cette agglomération de 200 000 avec un pôle métropolitain, effectivement, réunissant Cergy-Pontoise, éventuellement Saint-Germain-en-Laye, etc. C'était notre choix, et c'était le choix de tous. Après, on s'est fait contraint par le schéma régional de coopération intercommunale qui a confirmé, le préfet de région a confirmé le choix d'un... Le préfet d'Aubigny, c'est lui. Oui, enfin, le suivant a conservé les mêmes choix. Et donc, voilà, on est 400 000. À partir du moment où on est 400 000, ça nous est imposé, on va travailler à 400 000, oui, 73 communes. D'accord. Aujourd'hui, donc, le périmètre est fixé, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, il reste quand même des points très importants, notamment la gouvernance. Vous avez exprimé un certain nombre des conditions pour que la gouvernance se passe correctement. Pourriez-vous m'expliquer quelle est, selon vous, la méthode de gouvernance qui devrait plutôt régir dans la future communauté urbaine? D'abord, la gouvernance, elle est dictée, elle est guidée par la loi, tout simplement, par l'organisation territoriale, telle que le prévoit la loi. Donc vous avez un exécutif, c'est l'exécutif qui décide. Voilà, il y a un bureau, il sera formé chez nous de un président et 15 vice-présidents. Peut-être des délégués, ça je ne sais pas, ça dépendra du président qui sera désigné, élu. Et puis il y a notamment le comité des maires, qui est une instance simplement de consultation, mais qui a toutefois un certain pouvoir, on va dire ça comme ça, puisque ça permet aux maires de s'exprimer, ça permet aux maires de partager, ça permet aux maires aussi d'exprimer une majorité, si vous voulez, quelle qu'elle soit, par rapport à des projets qui peuvent se développer. Et justement, par rapport aux projets, pour le moment, ces projets, à l'échelle de la communauté urbaine en création, en gestation, j'allais dire, n'est pas encore fixé. Quels est, selon vous, les axes des travaux pour élaborer, concevoir ces projets à 400 000 habitants? On ne peut pas demander à une communauté urbaine de 400 000 habitants qui n'existe toujours pas. Je vous rappelle quand même, elle n'existera qu'à partir du 14 janvier, car nous serons fusionnés qu'au 1er janvier. Vous ne pouvez pas demander à une communauté urbaine comme ça de déjà dire quel est son projet, c'est pas possible. Il y a eu un certain nombre d'échanges dans le cadre de la préfiguration, de la construction de la communauté urbaine, d'échanges au niveau du comité des maires, au niveau de groupes de travail. D'abord, il y a eu 8 groupes de travail qui ont travaillé, il y a eu ensuite des comités des maires, sur lesquels on a beaucoup parlé de préfiguration, c'est-à-dire de construction de la communauté urbaine, mais sur lesquels on a commencé à parler des futures grandes lignes de projets, si vous voulez, de projets futurs. Voilà, donc les choses sont bien faites, et un des points positifs de construire une communauté urbaine par rapport à une communauté d'agglomération, c'est comment on n'a pas à passer du temps, à perdre du temps ou à s'étriper pour savoir quels seront les intérêts communautaires. On est en communauté urbaine, on connaît les compétences, les intérêts communautaires sont définis, voilà. Au-delà du fait que ça nous donne en plus un peu plus d'argent de l'État aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui. Donc voilà, donc on a eu cette intelligence de choisir la communauté urbaine. Ça, j'étais complètement favorable, personnellement, plus qu'une communauté d'agglomération. Alors maintenant, il s'agit maintenant si vous voulez, qu'on est en communauté urbaine, on va avoir un exécutif, et bien on va pouvoir travailler directement sur le projet. Mais vous savez souvent qu'il y a les binômes, lorsqu'on parle de ça, le projet égal à un président ou des présidents. Actuellement, nous avons deux personnes qui pourraient être présidents de la future communauté urbaine, donc M. Paul Martinez du côté de la Camille et du côté de la CA2RS, M. Philippe Totou. Quelles sont les exigences en tant que maire que vous demanderiez à ces deux prétendants à la présidence? Ce que je demande, c'est que d'abord ce soit des présidents qui effectivement travaillent avec les maires. Ça c'est important. Sachent répartir, si vous voulez, dans le cadre de l'exécutif d'une part, bien sûr donc du bureau, donc président, vice-président, peut-être délégué,
mais sache aussi répartir les compétences qui existent aujourd'hui au niveau des maires. Je crois qu'il y a un choix extrêmement important à faire. Je ne connais pas les choix de M. Toto, qui lui s'est déclaré effectivement, mais je ne connais pas non plus ceux de M. Martinez, qui pour moi ne s'est pas déclaré du moins officiellement, on peut pressentir, effectivement, il a... Pas les voix de presse, il s'est présenté. Oui, enfin il a dit que voilà, il n'éliminait pas le fait de se présenter. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Ceci dit, s'il le fait, il le fera aussi, je pense, comme M. Toto le fera un jour, parce que moi je ne connais pas encore, avec une équipe, avec un choix d'exécutif. Et puis après, il y a une méthode de gouvernance. Voilà, la méthode de gouvernance, c'est quelque chose pour moi qui m'importe énormément. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs la charte de confiance, si vous voulez. C'est-à-dire, dans la charte de confiance, c'est comment je vais gouverner, comment je vais consulter, comment je vais organiser mes commissions, comment je vais répartir effectivement les différentes expériences, compétences des différents maires, maires qui sont soit ruraux, soit semi-urbains, soit urbains. Enfin voilà, donc si vous voulez, il y a la présentation d'une équipe, si je puis dire, et d'une manière de gouverner. Et ça, c'est très important. Et j'ai tendance à dire que il y a quelques exemples aujourd'hui qui, moi ou d'autres, nous ont un peu froissés sur des méthodes brutales de gouvernance et qui font que, voilà, il faut faire attention. Vous faites allusion à la disparition de l'audace, je crois. Je ne fais pas allusion à la disparition de l'audace. L'audace était amenée à disparaître, c'est pas le problème, c'est la manière dont ça s'est passé. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est plutôt sur la manière dont c'est décidé brutalement. Et sans concertation, vous pensez? Des maires, peut-être? Non, mais sans concertation. C'est pas sans concertation. Il y avait une décision qui était de dire l'audace, comme d'autres organismes, doivent effectivement faire l'objet d'études en 2016 pour être soit conservées, soit largement modifiées, soit carrément éliminées. Ce qui est tout à fait intelligent. Il n'y a pas de problème là-dessus. La décision a été prise le 8 juin en sorte de comité des maires. Ce n'était pas un comité des maires, mais c'était une présentation générale des synthèses des groupes de travail de la préfiguration. Et en l'occurrence, l'audace, il avait été dit, on verra en 2016 comment faire évoluer une agence d'urbanisme. Voilà, c'est ça que c'est pas. Donc c'est pas le problème de la disparition de l'audace, c'est le problème de la manière dont ça s'est passé, très brutal, pour la faire disparaître au 1er janvier, parce que pas de financement. Voilà. Mais surtout, ne parlons pas de ça, c'est pas. Mais vous êtes plutôt dans la collégialité. Ça n'est qu'un exemple. Je suis dans la collégialité intelligente. Oui. À un moment donné, il y a un exécutif qui prend des décisions. Ça, c'est clair. Et comme un maire prend des décisions, alors qu'il a un exécutif, c'est pareil. Voilà. Et après, il y a des méthodes de travail. Je sais que les méthodes de travail que j'emploie ne sont pas des méthodes, si vous voulez, autocrates, brutales, etc. Voilà. Donc j'espère que, quel que soit le président, d'accord, de demain, on est des gens qui consultent, notamment le comité des maires, mais aussi les commissions. Voilà. Le comité urbain, c'est énorme. 400 000 habitants, 73 communes, c'est compliqué à gérer. D'accord. Donc on a des intérêts communs, on a une puissance de feu extraordinaire par ce territoire, ça c'est clair, dans le cadre de la région parisienne. Il est important qu'on prenne les bonnes décisions ensemble, quitte à ce qu'à certains moments, ça soit imposé par l'exécutif, ce qui est normal. Vous dites qu'une des nécessités, c'est concerter, et notamment au niveau local, donc faire quelque part une communauté urbaine de proximité. Comment vous voyez cela, notamment avec la création des secteurs, des sous-secteurs de la communauté urbaine? Comment est-ce que ça peut marcher? Je pense qu'il y a quelque chose d'intelligent qui est... On a tous partagé ce choix aujourd'hui. C'est de dire que la communauté urbaine ne peut que s'appuyer sur les communes. Bref, la communauté urbaine aujourd'hui n'a pas cette intention de recréer des sous-communautés urbaines, si vous voulez, des espèces de baronnies locales. J'emploie ce terme un peu à bon escient, mais pour caricaturer. L'intelligence, c'est de dire, je crois que ça, le choix est bon, c'est de dire, il y a une communauté urbaine, à 400 000 habitants sur un territoire aussi important, elle ne peut pas tout gérer de sa tour d'ivoire, et donc je vais m'appuyer sur les communes, même si j'en garde la compétence. Mais je vais, par des conventions de gestion, si vous voulez, m'appuyer sur les communes pour qu'un certain nombre de travaux dans tous les domaines, du quotidien, plus locaux, etc., puissent se réaliser par la commune elle-même, encore une fois, sous la compétence de la communauté urbaine. Bon, c'est valable pour les voiries, par exemple. Un bon exemple, c'est les voiries. Et je pense que ça, c'est intelligent, et que ça va laisser aux communes, si vous voulez, la proximité avec les citoyens, la réalisation, la demande de réalisation et la réalisation elle-même d'un certain nombre de travaux locaux qui sont indispensables et que la communauté urbaine de ce tour d'ivoire ne peut pas gérer correctement. C'est impossible. Donc il y a une sorte d'évolution des responsabilités. C'est une redistribution, mais si vous voulez, gérée par la communauté urbaine en liaison avec les communes, pour laisser un certain nombre de choses se réaliser par les communes elles-mêmes sur un territoire qu'elles connaissent au quotidien, avec des citoyens qui sont en contact avec le maire, les maires adjoints, bref, avec l'équipe municipale.
Donc ça, c'est intelligent. Si c'est bien géré, c'est très intelligent. Est-ce qu'il y aura une sorte de guichet unique par rapport à ça, pour la communauté Oui, ça peut être urbaine ou pas, ou pour chaque commune ou je ne sais pas? pas si la notion de guichet unique peut être employée, mais c'est un peu ça, c'est le guichet local unique, Oui. la commune elle-même. Voilà. D'accord. Après, il peut y avoir un certain nombre de sectorisation, c'est-à-dire que sur ce grand territoire des 420 habitants, il se peut qu'on dise par exemple chez nous, le territoire de la commune de Chanteloup avec Conflans par exemple, il y a une certaine unité géographique, territoriale qui fait que dans le développement de l'urbanisme, il n'est pas idiot d'avoir une réflexion à ce niveau-là. Mais encore une fois, ça c'est des choses, on verra. Dans l'urbanisme, dans la voirie, dans les patrimoines par exemple. Oui, voilà, ou touristique. Cette approche voilà, de sectorisation sous compétence de la culture urbaine est intelligente. Alors, donc, je ne vais pas vous faire choisir entre Tautou et Martinez, mais bon, j'imagine que ce sera. Je ne dirai pas. Ce sera les choix. J'aime bien les deux hommes, je dis tout de suite. Alors, ce sera les choix du 14 janvier finalement. Hein. Bien sûr. Alors, comment va-t-il passer finalement donc, il y aura un bulletin secret, et à partir de là, c'est un vote à bulletin secret, comme ça se passe quand on élit un maire et un maire adjoint, comme on élit un président ou des vice-présidents de la communauté d'agglomération, on l'a fait, voilà, c'est un vote à bulletin secret. Oui. D'accord. Alors, les défis des demain autour de ces grandes thématiques intercommunales, quels sont les défis? Et pour terminer, vous pouvez dire quels sont les écueils qu'ils pourraient avoir, s'ils pourraient expliciter. Les grands défis de notre territoire restent ceux qu'on connaît bien, hein. C'est le développement économique et l'emploi, le développement des transports, et par rapport à tout ça, une urbanisation qui soit à la fois un vrai développement urbain, si vous voulez, mais bien maîtrisé autour de tout ça. Et je pense que aujourd'hui... Vous ne craignez pas un bétonnage de la nature qui est quand même la force de notre territoire? Écoutez, je crois qu'on a montré sur la Sénavac qu'on avait été parmi les meilleurs en développement de logement, si on parle de logement notamment, parmi les meilleurs de l'Île-de-France en développement de logement, c'est qu'on en a fait beaucoup. Et honnêtement, je crois que ça a été, globalement, hein, après il faudra voir cas par cas, mais que c'était très bien fait, très bien intégré. Et moi je fais partie des maires qui sont constructeurs, maire bâtisseur, comme dirait l'autre. Mis dans les maires constructeurs, machin, et oui, parce que moi j'ai malgré une ville extrêmement protégée, avec un patrimoine qu'il faut protéger, du développement touristique à la clé très important, et ben je vais construire beaucoup de logements. Seulement vous ne les verrez pas ici. D'accord. Parce qu'il y a des méthodes. Ils sont bien serrés par rapport à. Totalement. Je crois que tout le monde le sait en Brésil, il y a beaucoup de logements qui sont déjà créés, il y en aura beaucoup d'autres, et en fait ils sont parfaitement intégrés. Parce qu'effectivement, on a maîtrisé le PLU et autres, ça c'est important. Mais maintenant, vous n'aurez plus la compétence du PLU. Ben, je veux croire que c'est pour ça que ça fait partie du choix de la gouvernance, si vous voulez. Il faut qu'on sache travailler ensemble. Et si effectivement un maire ou des maires sur un secteur ne sont pas respectés dans leur choix urbain de ville, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et comment peut-on s'opposer par rapport au dictat d'un projet qui vient de là-haut, notamment un des présidents? On a une protection par rapport à la décision du comité des maires en matière de PLU, par exemple, où un maire peut s'opposer simplement dans le comité des maires au niveau du PADD. Qui a un rôle consultatif, je rappelle. Un rôle consultatif, mais quand même il peut y avoir blocage. Et donc retour au comité des maires après réétude de la situation sur une ville donnée, par exemple. Et puis après, ça doit passer aux 2 tiers. Donc si, vous savez, sur les 2 tiers, si un tiers des maires ne s'oppose plus, n'aide plus le maire qui est contre à le faire, il faut savoir que pour eux, ça sera peut-être le retour de ballon aussi, le retour de ballon la fois d'après. Donc, il y a un certain nombre de protections. Maintenant, effectivement, sur un projet de territoire avec une vraie justification, avec des vrais arguments et après un débat. Ce qu'on disait sur les développements urbains autour des Gardéoles, par exemple, qui est une des grandes idées du développement de la Seine-Aval et qui est une idée intelligente, incontestablement, ça peut amener effectivement à imposer, mais de manière justifiée, à imposer à un maire ou des maires de devoir accepter un centre de développement urbain plus important que peut-être qu'ils ne l'auraient prévu. Bon, voilà, donc ça reste à discuter. Et c'est à la fois bien pour le territoire, parce que clairement, il faut quand même trouver des moyens de développement du territoire autour notamment de développement économique et de l'emploi. Et puis, voilà, à un moment donné, il faut peut-être que le maire comprenne qu'il y a des intérêts majeurs, si vous voulez, plus globaux que les propres intérêts de sa ville. Et pour terminer, craignez-vous quelques écueils, quelques problèmes qui pourraient... Vous
C'est comme tout. Hein. Si on a un exécutif, une direction et un comité des maires qui fonctionne bien et qui s'écoute bien dans une vraie gouvernance et une confiance, d'où la charte de gouvernance qui est extrêmement importante. Je crois beaucoup à la charte de gouvernance et à la charte de confiance, même si elle n'est pas juridique, elle est morale. Et sur un territoire pareil, il faut une charte de gouvernance et de confiance. Et si on travaille vraiment dans le cadre de cette charte de gouvernance et de confiance, si on s'écoute, si on s'apprécie, même si à un moment donné l'exécutif décide, c'est normal, ça fonctionnera. L'écueil, il est là, je peux vous dire. On a tous la volonté de développer la Seine-Laval. On a tous la même volonté. Que ce soit dans le rural, dans le périurbain, dans l'urbain. On a tous envie de développer la Seine-Laval, de développer les transports, de développer l'emploi, de développer les activités économiques. De retrouver une Seine-Laval, celui qui a une vraie puissance économique. Une puissance de formation aussi. À travers le pôle, on n'a pas parlé trop du pôle, mais le pôle c'est extrêmement important. Je suis un farouche partisan de conserver le pôle métropolitain. Parce que c'est la manière de fonctionner, si vous voulez, très opérationnelle aussi, c'est pas fumeux, c'est pas que des études, hein. C'est un fonctionnement opérationnel en liaison avec Cergy-Pontoise, en liaison avec le Val d'Oise, en liaison avec Saint-Jean-d'Arlay, en liaison avec les grandes agglomérations et pourquoi pas le 92. Donc là, il y a une puissance extrêmement importante aussi, une communauté urbaine puissante, avec un pôle métropolitain qui effectivement construit aussi avec tous les grands territoires d'à côté. Et là, en région parisienne, c'est quand même particulièrement important et intéressant pour nous tous. Et l'OIN, ce sera quand même la fin de l'OIN. Non, c'est une nouvelle traduction de l'OIN. Quand vous regardez bien, c'est le côté nouvelle traduction de l'OIN. Et en fait, vous retrouvez tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui tournait autour de l'OIN et de ses ambitions, du développement économique, de l'urbain, des transports, etc. Doit être repris par la communauté urbaine. Plus, par exemple chez nous, le contrat de développement territorial de la conférence sénéoise, avec Cergy-Pontoise, avec Saint-Jean-d'Arlay, etc. Les ports ici. Donc, vous retrouvez en fait, c'est une nouvelle traduction, mais cette fois-ci très, très opérationnelle, à travers la communauté urbaine et le pôle métropolitain, de l'OIN, de la conférence sénéoise, et encore plus même. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire, et puis à la prochaine, j'espère.